Tel est prix qui croyait prendre. Un surveillant du centre pénitentiaire du Font-Sarail a été interpellé la main dans un sac de drogue, d'alcool et de téléphone portable qu'il s'apprêtait à livrer aux détenus. Le manège a été arrêté. Il sera jugé le 23 octobre prochain. Et partout dans l'archipel, les personnes âgées vont être mises à l'honneur dans le cadre de la Semaine bleue qui a débuté hier. La ville de Petit-Bourg a choisi d'informer sur un fléau qui fait des ravages dans le troisième âge, l'abus excessif d'alcool. Le reportage de Karen Diama est à venir. Les sinistrés de l'ouragan Irma qui ont gagné la Guadeloupe ont bénéficié d'un extraordinaire élan de solidarité. Beaucoup d'entre nous ont proposé des places d'accueil. Jean-Sébastien Faye, à l'origine de cette initiative à succès, est l'invité de ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis heureuse de vous retrouver. Surpris, la main dans le sac, un surveillant de prison du centre pénitentiaire de Font-Sarail à Baie-Mahault a été arrêté ce samedi pour avoir introduit dans l'enceinte de l'établissement de la drogue, de l'alcool, mais aussi des téléphones portables. Déféré au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre en comparution immédiate, son procès a été finalement renvoyé au 23 octobre prochain. En attendant, il sera incarcéré à la maison d'arrêt de Basse-Terre où il partagera sa cellule avec les autres détenus, faute de place en cellule d'isolement. On écoute d'ailleurs les précisions du procureur Xavier Bonhomme. Pour nous, il a été question dans un premier temps de conforter ce renseignement pour savoir si effectivement il ne s'agissait pas bien évidemment de jeter le discrédit de manière totalement gratuite sur un personnel pénitentiaire. Nous avons mené une enquête depuis 3 mois de manière discrète et confidentielle pour aussi, je dirais, préserver la sincérité des investigations à mener, pour aboutir à l'interpellation ce week-end, car nous avions des éléments nous laissant penser que ce surveillant, à sa prise de service samedi matin, allait pénétrer dans l'établissement avec des objets illicites, eh bien, pour procéder à son interpellation qui a démontré en effet que ce surveillant était en possession ce jour-là. Il s'agit d'un flagrant délit. De substances, je parle de cannabis illicite et aussi d'alcool. Sa position est un peu minimaliste, je dirais parfois un peu ambiguë, puisqu'il a commencé à nous indiquer qu'il avait été mis sous pression sans reconnaître la totalité des faits. Pour terminer sa garde à vue en étant non pas mutique, mais en tout cas en ne répondant pas aux questions face aux éléments qui sont là et auxquels il ne pouvait pas, en tout cas, nous apporter de réponse. Donc une position, je dirais, minimaliste, tout en reconnaissant un certain nombre de choses. Ils encourent chacun 10 années de prison, puis c'est ce que prévoit le code pénal pour à la fois des infractions de corruption, active ou passive, et également des infractions à législation sur les stupéfiants, puisqu'il s'agit de trafic portant sur des substances stupéfiantes qui leur est à chacun, en tout cas des 3, reproché également. Et du côté des syndicats, on condamne fermement cet acte. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Jean-Jacques Racramy, délégué général à l'UNSA Police, qui s'est exprimé face au micro de Patrick Curie et de Moïse Dexter. C'est un collègue avec qui on a travaillé en métropole, qu'on côtoyait tous les jours au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Samedi matin, nous avons appris que le collègue a été interpellé par les forces de l'ordre. Il avait en sa possession de l'alcool et de la drogue. Il ne faut pas oublier qu'il y a la présomption d'innocence, mais lorsqu'un agent a été interpellé avec de la drogue et de l'alcool, pour nous, il n'y a plus question de présomption d'innocence. Donc de ce fait, nous condamnons fermement le geste de l'agent parce que depuis quelques mois, même des années, on se bat contre l'insécurité qu'il y a à Baie-Mahault. Nous avons fait 3 fouilles durant l'année. Nous avons enlevé des portables, des armes, de la drogue. Et samedi, nous apprenons que c'est un collègue qui fait rentrer de la drogue et de l'alcool. Nous sommes quand même très embêtés. C'est un agent qu'on côtoyait tous les jours, un agent qui faisait son boulot correctement. Donc on n'avait rien à reprocher à cet agent, sauf samedi matin où on a appris qu'il a été interpellé. Et c'est parti pour la semaine bleue consacrée aux personnes âgées. Tout au long de la semaine, une série d'animations viendra égayer la vie de nos seniors, mais aussi pointer du doigt les difficultés auxquelles ils sont confrontés. C'est le cas à Petit-Bourg, où la municipalité a décidé d'évoquer un point dont on parle peu, c'est l'alcoolisme et les personnes âgées. Reportage Karen Diama. Pour mieux appréhender les addictions et notamment celle de la consommation d'alcool chez les seniors, un film pédagogique a été projeté à la mairie de Petit-Bourg. On a remarqué que la population
avait augmenté, la population des personnes âgées augmente d'ailleurs, et il y a de plus en plus de personnes âgées qui sont en addiction. Mais c'est surtout à cause de l'isolement, de la solitude, et puis, mais c'est une addiction qui est tout à fait masquée en fait. Comme on dit que c'est une épidémie tout à fait invisible. C'est pour ça que j'ai voulu, lors de cette semaine bleue, sensibiliser un peu les gens à ça. Si l'addiction à l'alcool chez les personnes âgées reste un phénomène peu connu, les risques encourus peuvent s'avérer bien plus graves. Il faut sensibiliser, montrer que la personne âgée n'a pas la même consistance que quelqu'un de 20 ans. Donc l'alcool est 10 fois plus nocif. Et puis l'alcool chez la personne âgée ne se montre pas pour les gens qui errent dans la rue. Au contraire, c'est souvent d'autres symptômes qui attirent. Beaucoup de gens qui se cassent la jambe à cause de ça, parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles ou bien qui ont des problèmes de dépression. À cause de l'alcool, ou plusieurs problèmes psychiques, à cause de l'alcool, des problèmes de mémoire aussi à cause de l'alcool. On ne sait pas que c'est l'alcool, on pense que parce que c'est la vieillesse. Mais avant tout, il faut savoir une chose, ce sont des gens qui souffrent. Pour le Centre communal d'action sociale, il s'agissait également de lutter encore et toujours contre l'isolement des personnes âgées. C'est aussi un moment pour pouvoir fructifier les liens et le vivre ensemble. Bon, le thème nous incite à vivre ensemble très longtemps et en bonne santé. C'est pour cette raison que nous avons mis en place cette conférence débat, l'alcool et les aînés. De nombreuses personnes souffrent d'isolement et sombrent dans des doses exagérées de consommation exagérée d'alcool. Pendant toute la semaine, plusieurs rencontres et manifestations autour du thème « Faire société à tout âge » auront lieu dans la majorité des communes de l'archipel. Et ce sont deux générations qui se rencontrent peu, les jeunes d'un côté et les personnes âgées de l'autre. Cette semaine, ces deux tranches d'âge devraient multiplier les rencontres, comme ce fut le cas ce matin à l'EHPAD à Camomont de Mornalo. Reportage Linda Kayarzi. Ce matin, dans cette EHPAD, l'échange intergénérationnel porte sur l'actualité. Ce qui s'est passé autour de nous avec les ouragans, ce qu'ils ont ressenti déjà par rapport aux anciens ouragans comme Inès et Hugo, peut-être il y a des peurs, peut-être il y a ceux qui ont été choqués par ce qu'ils ont déjà vu. Donc on a voulu en discuter avec eux aujourd'hui. Entre la vie d'antan et d'aujourd'hui, il y a quelques différences, mais une passerelle peut être construite. J'ai beaucoup de petits frères. Et pour moi-même, je suis déjà arrière-grand-mère. Alors, ça me fait plaisir. Oui, pour faire du bien aux autres, pour donner le bon chemin aux autres. Pari réussi pour l'EHPAD qui mise sur la transmission. En fait, déjà tous les lundis matins, ici, on fait Bicaparole. Voilà, donc c'est un moment où on a une conversation avec les résidents, ce moment où ils s'expriment autour d'un sujet. Et comme c'est la semaine bleue, du coup ce matin on a fait ce Bicaparole intergénérationnel où les élèves du LEP sont venus afin d'avoir cet échange. Fort de son succès, l'équipe d'animation prévoit de réitérer l'action au moins une fois par mois. Bâtir des liens plus forts entre les générations, c'est bien, mais qu'attendent vraiment les seniors des jeunes? Que pensent-ils de leurs cadets? À TV Guadeloupe, nous leur avons posé la question. On écoute les réponses recueillies par Linda Kayarzi. Les jeunes d'aujourd'hui sont en débandade à présent, ils n'ont pas un chemin correct comme avant. Parce qu'autrefois, on allait, il n'y avait pas, enfin, c'est-à-dire c'est pas leur faute quand même. Les jeunes de maintenant, je trouve qu'ils sont bien, mais il y a des endroits, des petites choses à remédier. J'ai entendu un monsieur, ce matin à la radio, un monsieur qui allait voir ses copains en prison, mais il a porté drogue, il a porté c'est pas, tu vois. Et alors qu'ils sont déjà en prison. Et le monsieur était un gardien. C'était un gardien. Et il apportait tout ça pour les autres. Ça ne se fait pas. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas comme quand j'étais. Je ne suis pas tellement instruite, mais quand même j'essaie de comprendre ce que c'est qu'une maman, ce que c'est que papa, ce que c'est que grande soeur et grand-maman. Il y a grand-maman et il y a grand-papa. Change par exemple la façon de
déjà élever les enfants. Les enfants ne prennent pas tellement des reflets, pas des reflets, des conseils. Et donc, ce qui fait, bon, ça fait un petit peu, ça change un peu, mais ça dépend, on ne peut pas doser tous les enfants. Et certaines valeurs subsistent alors que la reprise des cours se concrétise à Saint-Martin. 4 établissements scolaires ont fait leur entrée sur l'île sinistrée. Aujourd'hui, nous avons choisi de revenir sur ce gigantesque élan de solidarité qui s'est mis en place dans l'archipel. Parmi les exemples qui méritent d'être mis en valeur, le millier de Guadeloupéens qui a accepté de loger des réfugiés après la catastrophe. Jean-Sébastien Faye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous faites, 1300 personnes ont été placées en Guadeloupe depuis 1300 personnes, en fait, 1300 réfugiés. Réfugiés climatiques qui ont été hébergés chez l'habitant depuis le passage dévastateur du cyclone Irma, en fait. Et c'est avec vous que tout a commencé. Vous étiez seul, puis un site, irmalogement.com. Racontez-nous un peu comment ça s'est mis en place. Voilà, alors c'est vrai que le jour du passage d'Irma, on s'est rendu compte peu à peu de l'ampleur en fait de la catastrophe. Et en fait, mon métier, je suis gérant de Clicimo, donc c'est une agence immobilière. Et notre métier, c'est de loger les gens. Du coup, on s'est tout de suite proposé de créer une interface, en fait, un site permettant de recueillir les coordonnées des familles souhaitant héberger, en fait, parce que j'étais peut-être le seul à créer un portail comme celui-ci, mais par contre, plein de Guadeloupéens, de familles étaient prêts à ouvrir leurs portes. Donc on a, un millier quand même, hein. Voilà, on est à 1520 propositions d'hébergement, ce qui représente 4400 places chez l'habitant. Et c'est vraiment, pour moi je suis né en Guadeloupe, c'est du jamais vu. Je ne pensais pas qu'autant de personnes allaient accepter d'ouvrir leurs portes à autant de réfugiés. C'était vraiment couronné de succès, on va dire. Des réfugiés, des personnes, des êtres humains, plus de 20 nationalités représentées. Que sont devenues ces personnes, ces gens aujourd'hui ? Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu plus de 20 nationalités. Après, il y a eu la majorité des réfugiés voulaient une seule chose, c'est quitter les Antilles, en fait, regagner la métropole. Donc, on a à peu près 80 à 90% des gens qui étaient juste en transit en Guadeloupe. Il y a une autre partie qui est partie sur la Martinique, la Guyane, et une petite partie aussi qui désirait vraiment rester en Guadeloupe. Ils sont tombés amoureux de la Guadeloupe. C'était leur refuge, entre guillemets. Hein, et devant l'accueil des Guadeloupéens, il y en a beaucoup qui ont fait ce choix de rester en Guadeloupe. Donc voilà, on doit être à 100-150 personnes selon les statistiques qui souhaitent rester en Guadeloupe. Qui resteront chez l'habitant ? Qui resteront pour une partie en fait entre 2 et 3 semaines chez l'habitant, le temps que des logements sociaux ou des solutions de logement soient trouvées en fait pour les accompagner en fait, si vous voulez, dans leur intégration dans leur futur projet. Comme pour la plupart ils ont tout perdu, c'est pas une période évidente pour eux. Donc d'abord chez l'habitant pour se reposer. Se remettre les idées au clair, parce que la plupart n'avaient pas dormi depuis 4 ou 5 jours quand ils sont arrivés à l'aéroport. Donc l'important, c'était d'aller chez l'habitant pour en gros se reposer et après faire un point sur les projets futurs. En fait. Jean-Sébastien Faye, vous aviez vraiment envie de parler de cette action solidaire que vous avez initiée, montrer ce que les Guadeloupéens sont capables de faire, mais aussi cette volonté de transparence. Pourquoi ? Tout d'abord, il faut savoir que c'est un mouvement 100% citoyen, c'est-à-dire que c'est une initiative qui a été faite par moi à la base par rapport au site. Mais après, c'est des familles comme vous et moi qui ont proposé leur logement. Ensuite, il faut savoir qu'on s'est proposé en fait bénévolement pour aller directement à l'aéroport, car malheureusement les autorités étaient un peu débordées pendant cette période. Donc, dépassées ou débordées ? Peut-être un petit peu dépassées, effectivement. C'est vrai qu'on a communiqué la liste complète des hébergeurs au centre opérationnel départemental à Basse-Terre. Mais voilà, comme c'était un peu dépassé, du coup, on a pris l'initiative dès le dimanche 10, dès les premiers arrivants, en fait, les premières arrivées de réfugiés, de se rendre directement dans le centre d'accueil des réfugiés de l'aéroport Paul Caraïbes pour prendre notre liste, en fait, prendre des formulaires. Enfin, on avait 2 formulaires, on avait un formulaire offre, un formulaire demande, et dès que les hébergeurs arrivaient, on prenait on remplissait le formulaire offre et on mettait en relation en fait, avec les réfugiés qui arrivaient. Du coup, au début, on était 2. Et devant l'afflux des personnes, parce qu'au début, il y avait 7 à 8 ATR, des avions en fait, qui arrivaient par jour. On est arrivé à des pics, je pense au 14 septembre, on était à peu près à 14-15 avions, plus un bateau qui arrivait à Bergevin. Donc à ce moment-là, voilà, on a fait un vrai appel à l'aide sur les réseaux sociaux pour trouver des bénévoles souhaitant faire comme nous avec les 2 formulaires, mettre en relation. Et il y a eu plus de 250 propositions bénévoles. Donc voilà, c'est vraiment une initiative citoyenne de A à Z. C'est pas une association, c'est vraiment un ensemble de personnes voulant aider. Donc voilà pourquoi je voulais que toutes les... vive la Guadeloupe, terre d'accueil. Et je voulais que cette initiative soit transparente jusqu'au bout. En fait. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans la gestion de cette catastrophe ? Alors le plus frappé, il y a 2 choses. La première, c'est que je ne pensais pas qu'on était si mal préparé en fait, devant un flux de réfugiés, peu importe que ce soit climatique ou autre. C'est vrai que
dans l'accueil, c'était vraiment la préparation n'était pas à la hauteur de mes espérances, on va dire. Donc c'est pour ça que voilà, je me suis senti un devoir de fédérer du monde et pour aider en fait à loger. Et la deuxième chose qui m'a choqué, c'est positif en fait, c'est vraiment l'élan de solidarité. Moi je ne pensais pas qu'il y ait plus de 1500 familles en Guadeloupe qui allaient ouvrir leurs portes. C'est pas n'importe qui, c'est des réfugiés en détresse, mais il y a quand même 20 nationalités et jamais personne ne nous a demandé ah oui non moi je veux pas de telles origines ou les femmes seules, non. C'est j'ouvre ma porte, peu importe qui c'est des personnes en détresse. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a pas choqué, mais vraiment impressionné. Agréablement surpris. Exactement. Après avoir vécu une telle expérience, est-ce que vous serez toujours le même homme? Alors c'est vrai que Êtes-vous d'ailleurs toujours non, c'est vrai même tous les bénévoles pourront témoigner, c'est vrai qu'on en sort forcément changé, parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est quand même des gens qui ont vécu un traumatisme énorme, en fait, cette nuit d'Irma, apparemment. Enfin, nous, c'était tous les jours, c'était des témoignages vraiment attristants, pour certains. Donc on se rend compte de l'importance de la vie, les gens ont tout perdu, et pourtant ils gardent le sourire. Alors nous, voilà, c'est parce que des fois on a 2-3 coupures d'eau qu'il faut se plaindre. Donc il faut apprendre à apprécier la vie et sa valeur à juste titre. Donc forcément, moi et tous les bénévoles, en fait, on en sort forcément changés, ainsi que je pense aussi les familles qui ont accueilli les réfugiés, que je tiens à remercier d'ailleurs ce soir pour leur solidarité, leur générosité. Et voilà. Merci Jean-Sébastien Faye d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous poursuivons ce journal avec l'actualité politique. C'est aujourd'hui aussi la rentrée parlementaire au Sénat. Nos 4 nouveaux élus ont fait leur premier pas à la Haute Assemblée. Aux côtés de Victorin Lurel et Dominique Théophile se trouvaient aussi 2 femmes. La mornalaise Victoire Jasmin et la martiniquaise Catherine Conconne. Une première séance suivie avec attention par notre correspondant Éric Dupuis. On regarde ensemble encore. Elle est la première martiniquaise élue par ses pairs pour siéger au Sénat. Comme en Martinique, la nouvelle sénatrice sera une opposante attentive, notamment en ce qui concerne l'emploi dans la collectivité. Les temps sont durs avec des réformes profondes, très parfois choquantes, comme celle des contrats aidés. Et moi, j'estime que le Sénat doit être ce rempart des collectivités locales. Parallèlement, je compte initier aussi un certain nombre de choses qui ont trait au patrimoine, pouvoir obtenir le maximum de choses pour que nous puissions valoriser au mieux ce magnifique patrimoine. Catherine Conconne sera certes présente assidûment dans l'hémicycle, mais son emploi du temps sera partagé entre Paris et son île. Chaque mois, je vais dédier une journée de mon emploi de temps à une commune, aller à la rencontre des élus, les voir, discuter avec eux, participer à leur conseil municipal pour faire compte rendu de ma mission. Catherine Conconne n'est pas la seule antillaise élue sénatrice. La Guadeloupéenne Victoire Jasmin découvre le Palais du Luxembourg et a de grandes ambitions pour son mandat. Pour ma part, je me suis proposé pour certaines commissions. Donc après, on verra bien. Au cours de cette semaine, il y aura l'installation de différentes commissions. Donc je verrai en quelle mesure, effectivement, mes choix seront retenus. Ces 2 sénatrices prenaient part au vote pour élire le nouveau président du Sénat. Sans surprise, Gérard Larcher a été réélu. Et bonne nouvelle pour les amateurs de crustacés. La pêche au lambi est ouverte jusqu'au 31 janvier 2018. Cette pêche est réservée aux pêcheurs professionnels régulièrement déclarés auprès de la direction de la mer et ne peut s'effectuer au-delà de 25 mètres de fond. La pêche au lambi est interdite aux pêcheurs plaisanciers et en tout temps et en tout lieu sous peine d'amende administrative et de sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 22 000 € et 6 mois d'emprisonnement. Et puis maintenant, direction la Guyane, car c'est aujourd'hui que s'est ouverte la 5e édition de la Guyane Fashion Week. Des stylistes de la Caraïbe seront présents pour faire rayonner le seul événement francophone de ce type dans la région. Reportage Pierre Tréfou. Pas de répit à la Fashion Week. Après New York, Londres, Milan et Paris, c'est au tour de la Guyane de lancer son marathon des défilés pour le printemps-été 2018. La mode, c'est important pour les jeunes, pour tous les âges d'ailleurs, toutes les époques, mais c'est surtout aussi cette année la tradition qui va être portée par cette Guyane Fashion Week. Donc pour nous, c'était très important de continuer à travailler avec le groupe Guyane Fashion Week afin que nos compatriotes, nos concitoyens puissent en profiter. À partir de demain, plusieurs événements autour de la mode prendront place entre Kourou et Cayenne. Défilés de mode, showroom et ateliers d'initiation. Cette année, les fashionistas seront comblés. Au niveau des designers de la Fashion Week depuis 2013, il y en a certains avec qui j'ai eu l'occasion de travailler par le biais de mon conservatoire. Et donc c'est toujours resté un échange de danse, de mode et de savoir-faire justement.
Des jeunes créateurs seront mis à l'honneur et c'est surtout la mode guyanaise qui sera majoritairement représentée. Quelques stylistes étrangers venant du Suriname, de Trinidad et de Hollande viendront compléter cette Fashion Week. On ne fait pas de choix parce qu'on essaye vraiment d'intégrer tout le monde, c'est ouvert. Mais il est certain qu'il y a un grand engouement, notamment au niveau des stylistes et des designers qui se font énormément connaître et se rapprochent automatiquement de nous et s'inscrivent pour participer au défilé, notamment la Camisa d'Or où nous retrouverons 9 stylistes cette année qui défileront pour gagner le prix de la Camisa d'Or pour les professionnels et la Camisa d'Argent pour les jeunes étudiants dans le domaine de la mode. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour venir découvrir et apprendre sur les métiers de la mode. La plupart des événements seront gratuits, mais attention, il faudra réserver sa place pour pouvoir y assister. Et c'est l'heure des informations pratiques. Maintenant, l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous du lundi au vendredi et de 8h à 18h directement à l'EFS, c'est-à-dire au CHU de Pointe-à-Pitre à BIM. 50 poches par jour sont nécessaires pour approvisionner les collectes, les dons, les besoins en dons du sang. Et puis si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce lundi 2 octobre. Et nous l'avons vu ce soir, un surveillant du centre pénitentiaire du Font-Sarail a été interpellé la main dans un sac de drogue, d'alcool, de téléphone portable qu'il s'apprêtait à livrer aux détenus. Le manège a été arrêté. Il sera jugé le 23 octobre prochain. Et partout dans l'archipel, les personnes âgées vont être mises à l'honneur dans le cadre de la Semaine Bleue qui a débuté hier. La ville de Petit-Bourg a choisi d'informer sur un fléau qui fait des ravages dans le 3e âge, l'abus excessif, la consommation excessive d'alcool. Et enfin, les sinistrés de l'ouragan Irma qui ont gagné la Guadeloupe ont bénéficié d'un extraordinaire élan de solidarité de la part des Guadeloupéens. Beaucoup d'entre nous, un millier, a proposé des places d'accueil. Jean-Sébastien Faye, à l'origine de cette initiative à succès, était l'invité de ce journal. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h50, enfin 18h45. Eddy Planté revient demain soir avec Questions Directes.